nous connaissons tous ce sentiment. À l'approche de la nouvelle année, on a soudain l'impression que le temps des grands changements est arrivé. Peut-être t'es-tu déjà fixé des objectifs assez ambitieux pour la nouvelle année? Et peut-être les as-tu menés à bien pendant un certain temps. Mais seulement pendant un certain temps. Et puis, tout à coup, les anciens schémas sont revenus. Il reste la frustration et la question de savoir pourquoi nous nous fixons souvent de grands objectifs pour les abandonner un peu plus tard. Pour répondre à cette question, commençons par une petite expérience de pensée. Dans notre expérience, un glaçon est placé dans un congélateur. La seule tâche des participants est de le faire fondre en augmentant la température à l'aide d'un régulateur. Les sujets savent très bien comment utiliser un régulateur et ils savent aussi qu'il y a ce moment clé à 0 degré où le glaçon commence immédiatement à fondre très rapidement. C'est précisément cette connaissance qui vous donne une grande motivation, de sorte que vous vous mettez immédiatement à la tâche avec enthousiasme. Mais ce que les sujets ne connaissent pas, c'est la température de départ qui se trouve dans le congélateur. Et puis, il y a aussi cette règle ennuyeuse de ne pouvoir augmenter le régulateur que d'1 degré par jour. Ainsi, après la motivation initiale, le désenchantement s'installe rapidement, car plusieurs jours de suite, il ne se passe tout simplement rien. Et au bout de quelques jours, la plupart des personnes testées ont déjà abandonné, frustrées. Cet exemple illustre de manière impressionnante le fait que nous choisissons intuitivement une approche totalement erronée pour atteindre notre objectif. Nous avons tendance à nous concentrer sur les moments clés et voulons beaucoup trop de choses, et de préférence tout de suite. Ce faisant, nous ne tenons pas compte du fait que le point de fusion de 0 degré n'est pas un grand événement ou le résultat d'un grand bouleversement, mais simplement la somme de nombreux petits degrés qui ont été nécessaires pour atteindre le point de fusion. Et c'est là qu'interviennent ce que l'on appelle les habitudes. Peux-tu imaginer qu'il est possible d'obtenir tout ce que tu souhaites sans trop d'efforts et en peu de temps? Il existe d'innombrables guides qui proposent des stratégies concrètes. Mais à notre avis, le meilleur livre est Atomic Habits de James Clear, que nous avons voulu résumer de manière concise et compréhensible. Nous utilisons tous quotidiennement des habitudes plus ou moins conscientes. Disons que tu entres dans une pièce sombre. Il est fort probable que tu ne réfléchisses pas longtemps et que tu cherches instinctivement l'interrupteur. Allumer la lumière est une habitude. C'est une action que tu as déjà répétée si souvent qu'elle est devenue automatique. Cette habitude a commencé par un déclencheur, c'est-à-dire un stimulus spécifique qui a entraîné l'envie de changer quelque chose. Dans notre exemple, il s'agit de l'obscurité et de l'envie de voir quelque chose. À un moment donné de ta vie, tu as trouvé une réponse sous la forme d'une réaction concrète, à savoir l'actionnement de l'interrupteur. La dernière étape est le véritable objectif de l'habitude, la récompense. Dans notre exemple, c'est le soulagement de ne plus devoir enfin tâtonner dans le noir. Cette récompense se produit dans notre cerveau par la libération de dopamine, également mieux connue sous le nom d'hormone du bonheur. Elle est libérée lorsque nous vivons des choses qui sont importantes pour notre survie. C'est donc un motivateur essentiel à la survie. Ensuite, nous nous sentons bien, et cela nous motive à accomplir cette action encore et encore. La répétition crée un lien entre le déclencheur et la réaction, et ces actions deviennent automatiques avec le temps. La nouvelle habitude est née. Malheureusement, nous avons cependant de très nombreuses habitudes qui ne sont pas aussi utiles que d'augmenter sa vue en allumant un interrupteur. Par exemple, si tu es sur le point d'étudier, mais que ton téléphone portable est à côté de toi et qu'il vibre, tu as envie de voir qui t'a écrit. Tu attrapes ton téléphone et en guise de récompense, tu peux lire le message. La dopamine est libérée et tu te sens bien.
mais cela t'empêche bien sûr d'apprendre de manière ciblée. Personne ne doit avoir honte de ses actions, car d'un point de vue biologique, un mauvais comportement est en fait tout à fait normal et même un comportement sain d'Homo sapiens. Bien que notre société et le monde dans lequel nous vivons aient radicalement changé au cours des 1000 dernières années, l'évolution est plutôt lente et notre cerveau n'a guère évolué dans ce domaine. Nous sommes des êtres aux instincts extrêmement bien optimisés, mais malheureusement optimisés pour une époque révolue depuis longtemps. Il était en effet autrefois judicieux de toujours consommer le plus de calories possible. Et il était autrefois tout à fait logique de se concentrer sur des questions immédiates plutôt que de planifier l'avenir longtemps à l'avance. C'est précisément pour cette raison que nous ne prenons pas assez au sérieux ces petites actions sur le moment. Quelle différence cela fait-il si je mange quelque chose de malsain ? La réponse est très claire. Cela ne fait pas une grande différence sur le moment. Il est très probable que tu ne seras pas en surpoids demain. Cependant, si ce comportement est répété quotidiennement, il peut avoir des conséquences importantes après un certain temps. Pour mieux voir l'effet cumulatif de nombreuses petites décisions fatales ici, commençons par un jeu d'esprit. Imaginez qu'un avion décolle de Francfort en direction de New York. Le pilote change accidentellement de cap de quelques degrés. Le nez de l'avion ne dévie alors que de moins d'1 mètre. Et personne, ni les passagers, ni le pilote lui-même, ne remarque le changement de cap. Et pourtant, cette minuscule manœuvre se fera sentir pendant le long volume. À la fin du volume, l'avion arrive à Washington au lieu de New York. La morale de cette histoire ? Nous ne remarquons pas immédiatement les effets de petits changements. Mais s'ils sont répétés, ils deviennent des habitudes et peuvent, à la longue, vraiment changer notre vie et l'orienter vers une toute autre voie. Il s'agit donc d'1% quotidien qui, au fil du temps, permet d'atteindre les 100%, voire même le 0. En termes positifs, si tu prends quelque chose et que tu le fais régulièrement à l'aide d'une habitude, et que tu l'améliores à chaque fois d'1 seul % sans trop d'efforts, alors au bout d'1 an, c'est 37 fois mieux. Cette constatation devient vraiment impressionnante si nous regardons notre passé. Supposons que tu n'aies consacré que 30 minutes par jour à l'apprentissage d'une nouvelle langue au cours des 5 dernières années, tu n'aurais fait que peu d'efforts quotidiens et tu serais maintenant capable de parler cette langue très bien. Tu vois donc qu'il n'y a pas besoin d'un moment clé ou d'un grand bouleversement, ce pourquoi nous ne sommes de toute façon pas faits au niveau de l'évolution. Ce pourquoi nous sommes en revanche très bien faits, c'est pour utiliser notre cerveau afin de déjouer de manière ciblée ces processus biologiques. Et c'est précisément ce que l'auteur constate sobrement. Atteindre ces objectifs n'est pas une question de discipline de fer, mais de système. Mais comment s'approprier au mieux ces systèmes sous forme de bonnes habitudes ? Pour développer et conserver une bonne habitude, elle doit répondre à 4 lois. Elle doit être évidente, simple, attrayante et surtout satisfaisante. Commençons par l'évidence. Chaque habitude a besoin d'un déclencheur, comme nous l'avons déjà appris. Pour intégrer une bonne habitude, il faut donc définir clairement un nouveau déclencheur. Par exemple, si tu décides de faire un peu de sport le matin, détermine exactement où et à quelle heure tu vas le faire. Le plus important, c'est que ce nouveau déclencheur soit bien visible, car notre environnement a une influence considérable sur notre comportement. L'emplacement du déclencheur doit donc être bien visible. Plus il est visible, plus tu as de chances de réagir et de développer des intentions de mise en pratique. Tu peux donc par exemple placer tes affaires de sport à côté de ton lit de manière bien visible la veille. Pour que tu restes fidèle à ta nouvelle habitude, il est recommandé de ne pas être trop ambitieux, ce qui nous amène à la 2e loi, garder l'habitude aussi simple que possible. En effet, plus l'effort est faible, plus il est probable que l'envie de le réaliser se fasse sentir.
Décompose donc simplement l'habitude que tu veux intégrer en petites unités et ne t'habitue d'abord qu'à la première unité. Dans notre exemple, il suffit de se concentrer sur l'enfilage des vêtements de sport. Un effet secondaire intéressant. Chacune de ces petites unités d'habitude est une porte ouverte supplémentaire, car une fois que tu as mis tes vêtements de sport, il se peut que tu veuilles automatiquement faire du sport. Pour que l'habitude favorise également la production de dopamine et réponde ainsi aux 2 dernières lois de l'attractivité et de la satisfaction, nous associons simplement l'action désagréable à une autre action plus agréable et utilisons ainsi la récompense immédiate comme motivation. Ce qui est passionnant ici, c'est que nous ressentons le sentiment de bonheur satisfaisant, même si nous pensons simplement à ces activités agréables, car notre système neuronal de récompense ne fait pas la différence entre le désir et l'accomplissement. Dans notre exemple, tu peux donc non seulement te récompenser pendant le sport avec quelque chose d'agréable de ton choix, mais aussi te faire une perspective de récompense que tu recevras après avoir réussi le sport. Si nous avons réussi à intégrer une habitude dans notre quotidien, nous pouvons maintenant utiliser une autre astuce et faire de cette nouvelle habitude le déclencheur de l'habitude suivante souhaitée. Cela peut par exemple se traduire par le fait que tu manges toujours un petit déjeuner sain avec des fruits après ton sport matinal. Ainsi, une habitude s'appuie sur la suivante et on peut développer des routines entières. Pour tous ceux qui veulent aller encore plus loin, que diriez-vous d'annoncer à vos amis que vous ferez désormais du sport tous les matins ou de vous lancer dans la même démarche avec d'autres personnes? En tant qu'êtres sociaux, l'opinion de notre entourage est très importante pour nous. Le fait d'impliquer d'autres personnes dans nos projets peut donc nous inciter à vouloir faire nos preuves face à elles et donc à persévérer dans cette habitude. Et si nous avons de mauvaises habitudes dont nous voulons nous débarrasser, nous pouvons aussi les éliminer avec des astuces très simples. Il suffit de changer l'élément déclencheur, d'augmenter l'effort ou d'associer l'habitude à une activité désagréable. Tu pourrais par exemple éloigner ton téléphone portable ou le donner à un proche si tu es sur le point de faire ta séance de sport. Pour que tu puisses appliquer directement ce que tu as appris, réfléchis brièvement aux 6 questions suivantes et note-les. Premièrement, quelles sont les habitudes à supprimer et celles que j'aimerais avoir? Deuxièmement, parmi les habitudes que j'ai notées, laquelle est la plus importante pour moi? Troisièmement, en quelles unités puis-je décomposer cette habitude? Quatrièmement, quand et où est-ce que je veux faire cette unité d'action exactement? Cinquièmement, où doit être placé le déclencheur de cette action? Et quels déclencheurs perturbateurs peuvent être éliminés? Et comment exactement? Et sixièmement, quelle récompense vais-je établir pour cette action? Tu te rendras vite compte qu'il n'est pas si difficile de changer fortement quelque chose dans sa vie pour le rendre positif, si on l'aborde par petites étapes dans la bonne direction. Et oui, nous savons tous que cela peut parfois être super démotivant de ne pas voir de résultats en temps réel. Mais si nous nous concentrons moins sur l'objectif et plus sur le système qui le sous-tend, nous avons de bonnes chances d'obtenir à long terme tout ce que nous souhaitons si ardemment. Et pour cela, nous ne devons jamais oublier une chose. Accepter ce que nous sommes et l'utiliser pour nous-mêmes n'est pas un signe de faiblesse, mais d'intelligence.